Bonsoir et bienvenue sur KTO. Dans notre émission de ce mois-ci, je vous propose de nous associer à l'œuvre d'Orient. L'œuvre d'Orient qui, depuis 165 ans, œuvre inlassablement pour les chrétiens d'Orient. Ce soir, cette association attire notre attention sur les conditions terribles dans lesquelles vivent des dizaines de milliers d'Arméniens. L'an dernier, ils ont fui les combats entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Nous sommes un an après. Ces déplacés, les familles, les enfants, des personnes âgées sont en grande difficulté. Quelle est la situation ? Quelles sont leurs inquiétudes et leurs espérances ? La rédaction de KTO est allée à leur rencontre et en plateau, nous sommes très heureux d'accueillir Monseigneur Gollnisch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'œuvre d'Orient. Églantine Gabex-Yalé, vous êtes chargée de mission à l'œuvre d'Orient. Bonsoir. Et Aliénor de Salins, vous êtes volontaire et vous avez été en Arménie l'été dernier. Oui. Bonsoir. Alors, avant de commencer, Monseigneur Gollnisch, peut-être vous pourriez nous rappeler rapidement ce que c'est l'œuvre d'Orient et les actions qu'elle conduit ? Oui, parce que nos téléspectateurs nous connaissent quand même un peu. Et alors, l'œuvre d'Orient, il s'agit de proposer aux chrétiens de France, et plus largement aux chrétiens d'Europe, et aux chrétiens d'Orient, du Sud et de l'Est de la Méditerranée, de s'associer. Voilà, on est dans le cadre d'une association proposée aux uns et aux autres. Cela veut dire donc de se reconnaître comme frères, je dirais, à travers la Méditerranée. Donc pour reprendre le désir du pape François de créer des ponts sur la Méditerranée, d'unir ces deux ensembles de la civilisation, la culture euro-méditerranéenne, parce que ce sont des liens d'église, ce sont des liens d'amitié, ce sont donc aussi des écoutes mutuelles, et nous entendons leurs besoins, et grâce à la formidable générosité de nos 70 000 donateurs, eh bien, nous soutenons les projets qu'ils veulent bien nous indiquer. Ce ne sont jamais nos projets pour eux, c'est leurs projets pour lesquels nous sommes compagnons de route et nous les aidons. Mais nous voulons aussi faire entendre leur voix. En France, nous ne sommes pas leur porte-parole, nous n'avons aucun titre à cela, mais nous relayons la cause de ces chrétiens d'Orient là où c'est nécessaire. Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre qui est disponible aux éditions du Cherche Midi sur les chrétiens d'Orient. Donc on aura l'occasion d'en parler profondément. Oui, c'est de loin mon meilleur livre, c'est d'ailleurs le seul. Donc c'est aussi le plus mauvais, mais voilà, ça décrit un peu ce que nous faisons. C'est parfait. Peut-être un cadeau pour Noël. Avant qu'on rentre dans ce que vous avez vécu, particulièrement peut-être vous, Aliénor et Églantine, pourquoi aujourd'hui on parle du Haut-Karabakh ? Est-ce qu'on peut brosser rapidement les contours géopolitiques, la genèse du conflit, ce qui se passe ? Oui, bien sûr, c'est assez simple. Le Haut-Karabakh est une province arménienne et donc chrétienne, car la quasi-totalité des Arméniens sont chrétiens, qui se retrouvent, suite à des vicissitudes de l'histoire, dans l'État de l'Azerbaïdjan, qui est à dominante musulmane, chiite, turcophone. Et il est de plus en plus difficile pour cette province d'y vivre. Et donc son combat, c'est d'obtenir plus d'autonomie et pourquoi pas plus d'indépendance, comme ça a été fait par exemple en Serbie avec le Kosovo. On a donné son indépendance à cette région du Kosovo. Donc voilà, cette région du Karabakh réclame son indépendance parce qu'il y a tout de même une histoire des Arméniens qui ont été génocidés à plusieurs reprises par le monde turc. Il y a eu le terrible génocide de 1915, mais bien avant 1915 et encore après 1915, il y a eu des massacres d'Arméniens, des centaines de milliers d'Arméniens qui ont été massacrés en dehors du génocide de 1915. Et donc on peut comprendre quand même que les Arméniens ont acquis par le prix du sang, le droit de vivre en paix. Et pourquoi, principalement maintenant, vous nous alertez sur la situation de ces familles déplacées du Haut-Karabakh ? Parce qu'il y a eu, il y a quelques mois, une guerre où les troupes de l'Azerbaïdjan, aidées par les troupes turques d'ailleurs, aussi du Pakistan, qui n'en fait pas mystère, et aussi des djihadistes venus de Syrie, ont voulu reprendre le pouvoir sur cette province, a déclenché une guerre qui a duré 44 jours, qui a fait des milliers de morts, et qui a toute une partie du Karabakh a été reconquise ou conquise par l'Azerbaïdjan, ce qui fait que des familles ont dû se déplacer, se réfugier
en Arménie proprement dite. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des vies détruites, des maisons détruites, il y a des entreprises, une vie économique détruite, il y a même les sources d'eau pour avoir de l'eau au Haut-Karabakh sont maintenant sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Et tout ça est très inquiétant et encore éphémère, puisque ce qui reste du Karabakh est sécurisé par des soldats russes. Le jour où ces soldats russes s'en vont, il n'y a plus de Haut-Karabakh, il n'y a plus d'Arménie en Azerbaïdjan. C'est un peu quand même, si je me permets une mauvaise comparaison, comme si l'Allemagne attaquait Israël, vous voyez. Ce peuple arménien, il était victime d'un génocide. Voilà. Eh bien, ça ne suffit pas. Il faut continuer à les pourchasser. Alors, je vais me tourner vers vous, Églantine, puisque vous revenez d'Arménie d'il y a vraiment quelques jours, à peine, voilà, 2 semaines. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? En fait, je me suis rendue à peu près 4 fois depuis le début de la guerre, donc en septembre 2020. Ce qui m'a le plus frappé, alors peut-être je vais revenir juste sur ce dernier voyage, c'est le courage de ces familles déplacées. C'est-à-dire que moi je les ai vues au début de la guerre, donc elles fuyaient, elles étaient parties avec sans rien du Haut-Karabakh, en espérant y revenir, en espérant que ce serait bref. Et donc c'était des foules de femmes et d'enfants avec les maris à la guerre, donc elles attendaient les nouvelles de leur mari ou de leur fils, qui parfois étaient bonnes ou parfois souvent tragiques. Et ensuite, je me suis rendue à nouveau après la fin de la guerre. Et là, j'ai senti un désespoir terrible, une amertume d'avoir perdu cette guerre. Pas tellement d'esprit de revanche, mais une grande lassitude. Et quand j'y suis revenue, là, il y a 2 semaines, en novembre, on a rencontré beaucoup de familles. Et vraiment, le courage m'a marquée parce que ces familles me disaient, vous savez, à Gyumri, par exemple, c'est une ville qui a souffert du tremblement de terre en 1988, qui a détruit la ville, où il y a eu 30 000 morts. Et donc, des familles sont parties de Gyumri, s'installer dans le Haut-Karabakh, ont refait leur vie pendant 30 ans, ils ont élevé leurs enfants. Et là, la guerre arrive et du jour au lendemain, elles doivent à nouveau recommencer de zéro. Et là, moi, je me dis, pardon, je me dis, mais comment on fait pour recommencer 2 fois une vie ? Et cette famille me dit, mais parce qu'on a vu nos parents le faire après le tremblement de terre, on sait que c'est possible de recommencer encore une fois. Alors justement, notre journaliste Juan Diego Ortube est allé il y a quelques jours à la rencontre de ces familles dans la région de Gyumri, qui est la 2e ville du pays où les catholiques sont particulièrement présents. Nouné est mère de 6 enfants. Originaire du Haut-Karabakh, elle a fui la région en 2020 avec sa famille à cause de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils ont été obligés de quitter leur maison dans le village d'Aterk. Ուժեղ կրակոցներ ենք լսել 27-ին կներեք, ուժեղ ցեներ լսեցինք, զարթնեցինք, տեսանք, որ հրետանու ցեներ էր գալիս։ 2 օր մնացինք գյուղում, մտածելով, որ նորմալ կլինի, հետո տեսանք, որ շատ է արդեն, որ տղա ծառայության մեջ չէի փախնել չէի կարող։ Մյուս որդիս ինձ հետ մնաց, մենք մնացինք այդտեղ։ Նոր ամսի սեպտեմբերի վերջ մեզ զորով են հանել գյուղից, գյուղապետ ավտոբուսներ էր բերել, ինչքան կիներ մնացել, բոլորին հանեցին, գնացինք Ստեփանակերտ։ Mais l'exil n'est que la première épreuve de ce long parcours. Le 18 octobre 2020, la mère de famille reçoit un appel téléphonique. Son fils aîné, qui faisait son service militaire pendant la guerre du Haut-Karabakh, a perdu une jambe suite à l'explosion d'une mine. Il est alors hospitalisé en urgence à Yerevan. Հիմա արդեն նորմալ եմ մի քիչ, ներվերի հետ խնդիր ունեմ, շուշուտ եմ ներվային անում, մեկը հոդային ցավեր ունեմ, որ մի ոտի վրա եմ քայլում, դրանից է։ Հիմա այդ բանը վիրահատությունից հետո մի ամիս դադար են տվել, որ ոտս լավանա։ Դրանից հետո այդ մի ամիսը որ անցել է, գնացել եմ նորից վերականգնողական, շարունակ է բուժումս, մի քանի ամիս հետո նորից նույն խնդիրը առաջացել է ոտքիս վրա։ Après avoir vécu quelque temps à Yerevan, capitale de l'Arménie, Nouné et sa famille déménagent à Akurian, un village situé dans la périphérie de Gyumri, la 2e ville du pays. Ils louent une maison à 100 € par mois, car leurs revenus sont faibles. Avec 7 personnes à la maison, le coût de la vie reste trop élevé pour vivre décemment. Վառարանը մենակ դված է այստեղ, տակ ասում ենք մենակ այստեղ չի հերիքում տակությունում սենակների համար, միայն այսքան տեղն է տականում։ La vie de cette famille a été bouleversée par les 2 guerres du Haut-Karabakh. En 1993, lors de la guerre d'indépendance,
le mari de Nouné a perdu la vue. Aujourd'hui, avec leur fils aîné gravement blessé, Nouné ne peut travailler. Elle doit rester à la maison pour s'occuper de toute sa famille. En 2020, 90 000 personnes ont quitté le Haut-Karabakh vers l'Arménie et vivent aujourd'hui dans des conditions particulièrement difficiles. Plusieurs organisations se mobilisent pour venir en aide à ces familles. C'est le cas de l'organisation de bienfaisance Entanik qui a lancé une aide alimentaire pour les familles déplacées de Gyumri. Plusieurs distributions sont organisées chaque jour. Artachek distribue des colis alimentaires aux personnes déplacées. Direction la maison de Tatiana, qui vit avec sa famille dans un quartier populaire de Gyumri. Մի ամիս երևի ավել ես այնպես եմ անում, որ հերիկացնեմ, ես սովորել եմ էկոնոմիա, տիկին եմ։ Tatiana et son mari Zanetaoul sont originaires de Gyumri. Ils ont dû partir s'installer dans le Haut-Karabakh après le tremblement de terre de 1988. Et à cause de la guerre, le couple et ses 7 enfants ont dû à nouveau partir pour revenir à Gyumri. Դե իմ երեխաների ապրումները տեսնելով, թե ոնց էին տանջվում, մենք անասնապահությամբ, հողագործությամբ ենք զբաղվել, ունեցել ենք շատ անասուններ, ու միանգամից այդ ամեն ինչը կորցնելով երեխաները կարոտում էին այդ ամենը։ Հիմա ես աշխատում եմ, որ իրենց այստեղ դե քաղաքում ուրիշ է, այստեղ սովորելը կրթությունն է առաջնահերթ, ես է փորձում եմ, որ երեխաներից դրանով դուրս հանեմ։ Malgré la guerre et les épreuves, les familles déplacées gardent aujourd'hui l'espérance en un avenir meilleur pour leurs enfants, pour qu'un jour, ils puissent vivre en paix dans leur pays. Églantine, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage ? Les 2 familles, mais c'est vrai que la première famille avec ce papa qui était aveugle depuis le début de la guerre et donc qui n'a jamais vu ses enfants, techniquement, mais dont il doit sentir tout le poids de la souffrance de son aîné qui est revenu amputé. J'ai trouvé ça très très dur, d'autant qu'ils sont installés là, mais ils sont mal installés, ils sont dans une maison en étage, donc avec un fils sur une jambe, un père aveugle, il ne peut pas du tout prendre ses repères. Donc il reste assis toute la journée à ne pas savoir quoi faire et tout repose sur la mère et sur le 2e fils qui a du coup arrêté sa scolarité pour aider son frère aîné et faire avec lui les allers-retours jusqu'à Erevan pour les soins qui sont toujours longs et douloureux. Il y a beaucoup de routes entre Erevan et Gyumri ? Non, il y a maintenant, la route est de mieux en mieux, il y a 1h30, 2 heures. Mais c'est cher pour des familles comme ça, c'est hors de prix, quoi. Tous les jours ? Pas tous les jours, une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et ces familles, alors là il y a celle du reportage, mais elles vous ont marqué, vous êtes un peu revenu avec elles ? On ne peut pas les laisser là-bas et revenir comme si on ne les avait jamais rencontrés, évidemment. Évidemment, et surtout les enfants et le jeune Robert, qui peut-être qu'on verra dans un reportage, qui est cuisinier dans ce centre Entanik, qui a été blessé et qui a perdu son meilleur ami pendant cette guerre. C'est un témoignage très fort, très très fort. Oui, on ne peut pas les laisser. Alors, merci aux téléspectateurs qui ont envoyé des questions. Il y a une question de Grace qui nous dit que pouvons-nous faire concrètement, de manière très pratique pour ces chrétiens déplacés ? Alors, d'abord, on peut aller en Arménie, et non pas pour faire du voyeurisme, mais pour manifester notre amitié par une présence, par une proximité, comme le font de nombreux volontaires de l'œuvre d'Orient. Mais on peut y aller une semaine, manifester qu'on est proche d'eux. C'est déjà très important. Si on est croyant, la prière, ça, c'est imparable. Et pour tout le monde, croyant ou non, donc on peut financièrement aider à donner des moyens à ces familles de se restructurer dans leur logement, dans l'éducation des enfants, dans le soin des malades, dans le redémarrage d'une vie professionnelle d'une manière ou d'une autre. L'Arménie est un pays pauvre, hein, c'est pas un pays très riche, donc il faut les aider à pouvoir accompagner ces réfugiés. Et puis, d'une manière plus politique, je pense que c'est bien que les uns ou les autres écrivent à leurs députés français ou européens pour dire l'attachement qu'ils ont à ce que le Karabakh puisse jouir d'une liberté largement méritée au regard de l'histoire.
Alors, il y a Évangéline qui nous pose une question. Faut-il aider les déplacés à s'installer de manière durable ou au contraire à éventuellement avoir un retour là où ils étaient avant et quel avenir pour ces enfants? Je ne sais pas qui veut... C'est une très bonne question, et c'est les deux. Je veux dire, notre but, c'est qu'ils reviennent sur leur terre. Notre but, c'est que les chrétiens qui le veulent restent sur la terre qui est la leur. Voilà. Mais dans l'immédiat, il faut aussi aider les réfugiés qui, pour le moment, ne peuvent pas revenir parce que leur maison a été détruite, parce qu'ils n'ont pas encore la possibilité d'un logement au Karabakh. Donc il faut les aider déjà en Arménie. Et on a une estimation du nombre de personnes déplacées? Moi, je n'en ai pas, je ne suis pas en mesure d'avoir des précisions chiffrées, mais peut-être que il y en a eu 90 000 au début de la guerre. On estime à peu près 40 000 sont restés en Arménie et 40 000 autres sont restés dans le Haut-Karabakh. Et sont partis de chez eux, mais restés dans le Haut-Karabakh Alors, sont restés soit chez eux dans le Haut-Karabakh, parce qu'il y a des villes qui ne sont pas prises par l'Azerbaïdjan, et d'autres qui étaient du Haut-Karabakh, mais qui sont restés dans d'autres villes où ils peuvent vivre, et d'autres, malheureusement, qui ont fui dans l'Arménie même, parce que toute leur ville était inaccessible et détruite. Et puis ça, c'est les populations déplacées, mais il y a 6 000 morts pendant cette guerre qui a été relativement courte par rapport au nombre de morts, et ça fait des blessures assez profondes. Aliénor, vous qui avez été volontaire l'été dernier, ces familles déplacées, la force dont parlait Églantine, vous l'avez ressentie. Alors vous étiez avec des enfants. Hein. C'est ça, exactement. J'étais aussi avec des volontaires arméniens, donc, qui sont en service militaire actuellement, souvent. Et c'est vrai qu'ils ont une force et un courage dont je ne m'attendais pas à rencontrer. C'est vrai que, pour le coup, c'est des personnes qui sont bien ancrées dans leur vie et qui sont là, même s'ils sont en service militaire, ils viennent aider pendant les missions. Et les enfants qui sont là aussi, pour bénéficier des camps d'été, sont généralement orphelins, ont perdu des proches, très proches, des frères, des sœurs. Et c'est vrai qu'ils peuvent passer de la tristesse à la joie d'une seconde à l'autre. Et c'est ça qui a été frappant en ce moment. Cette volonté de s'accrocher. Pourquoi, Monseigneur Gollnisch, l'œuvre d'Orient tient à envoyer des volontaires, comme Aliénor ou comme d'autres? D'abord, nous envoyons des volontaires dans presque tous les pays d'Orient, là où c'est possible. Le Liban, bien sûr, la Terre Sainte, et l'Éthiopie, et bien d'autres endroits encore, l'Égypte. Voilà. En Arménie aussi, bien sûr, parce que nos volontaires, alors je le dis devant une volontaire, mais il faut qu'elle se bouche les oreilles, ce sont des jeunes de très grande qualité, humaine, spirituelle, qui apportent d'abord une compétence. On envoie un volontaire pour qu'il rende service. Pas simplement pour qu'ils fassent une belle expérience. Donc, si, par exemple, ils peuvent être infirmiers ou professeurs de français, etc., ils apportent quelque chose. Voilà. C'est quand même un critère très important. Et deuxièmement, ils créent du lien. Hein. L'association, ça passe aussi par la rencontre. Hein, pas simplement par l'écran d'Internet. Et donc, cette présence sur place, bien sûr, nourrit le lien. Pour nous donne des précieuses sources d'informations qui viennent directement du terrain. Il y a quand même plus de 50 volontaires actuellement en Orient. Donc c'est une source d'information pour nous. Et puis nous espérons que quand les volontaires reviennent en France, ils ou elles puissent continuer à servir la cause des chrétiens d'Orient et à servir ce lien avec les communautés au milieu desquelles elles vivent. Parce que les volontaires de l'œuvre d'Orient vivent dans les communautés de chrétiens d'Orient. Ils ne sont pas regroupés pour vivre entre eux. Et alors, Aliénor, ça a changé votre regard, cette vie en communauté, cette découverte de ce pays? Oui, totalement. J'ai eu la chance de partir, même avec quelques complications, mais j'ai réussi à partir. Et comme dit Monseigneur Gollnisch, on y va en ayant une mission. Il faut y aller en étant humble et juste en voulant offrir seulement notre temps, notre attention et de l'amour, surtout, les sourires. C'est compliqué parce qu'ils parlent arménien et que peu parlent anglais et français. Probablement, souvent même dans les volontaires, et les sœurs parlent français et un peu anglais, mais les enfants ne parlent pas du tout français ni anglais. Donc au niveau de cette barrière de la langue, ça a toujours été très compliqué. On a été plusieurs volontaires à le comprendre et ça nous a appris aussi à s'adapter à ce genre de situation et à transmettre en fait d'une autre manière notre amour, notre attention. Un autre langage? C'est exactement ça. Un langage qui passe par le sourire, le regard, la présence.
Juste être là et se dire que en face de nous, on a une autre réalité. Nous, on a une réalité en France qui est incroyable et on ne se rend pas compte de la chance qu'on peut avoir en fait, de vivre en France, d'être libre et juste d'être assuré. L'Arménie, vraiment, de se dire que des enfants se développent petit à petit dans la vie en ayant ce genre de drame, en perdant des proches, en perdant leur maison, leur cadre, en n'ayant plus d'éducation, ni d'éducation spirituelle. C'est vrai que c'est frappant et de se dire que, waouh, et malgré ça, ils sont dans la joie, ils ont tous été, pour la majeure partie, baptisés pendant ces camps. Et ils sont là en se disant, on avance et on trouvera toujours de la joie dans tout ce qu'on rencontrera. Et d'ailleurs, en parlant des enfants, je vous propose qu'on vous emmène à Gyumri et de découvrir le centre Entanik, qui est un centre de formation pour les enfants, un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu de convivialité. C'est un établissement qui a été créé en 1988, après le tremblement de terre. 1600 enfants viennent au centre Entanik. Cette organisation non gouvernementale de bienfaisance a été créée en 1988 à Gyumri. Le 7 décembre 1988, un terrible tremblement de terre détruit 60% de la ville et fait près de 30 000 morts. Suite à cette catastrophe, cet établissement a ouvert pour répondre à un besoin social, économique et culturel pour les jeunes blessés et orphelins. Երեխաները եւ երիտասարդները մեծասակների պես ստրես էին ապրում։ Ստրեսի մեջ էին, հոգեբանական ծանր, ոչ միայն բնական աղետեր, ոչ միայն ֆիզիկական վիճակներ, սոցիալական մարդկանց վատ, այլ նաեւ հոգեբանական ստրեսի մեջ էին մարդիկ։ Եվ այդ հիմնավորմամբ մենք զրոյից ստեղծեցինք ընտանիք կենտրոնը, որտեղ երեխաները եւ զբաղվում էին եւ մասնագիտական կրթություն էին ստանում։ Nous sommes dans le quartier populaire d'Ani, un quartier construit dans les années qui ont suivi les tremblements de terre. Ici, les conditions socio-économiques comme la crise, le chômage et le manque d'emploi ont un impact pour les habitants. Aujourd'hui, 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour permettre aux jeunes d'acquérir de vrais savoir-faire, l'établissement a mis en place 2 propositions. Le matin, 270 étudiants de 15 à 18 ans viennent au collège technique d'État numéro 4 pour obtenir un diplôme d'État d'éducation professionnelle. L'après-midi, 1600 enfants et adolescents viennent au centre d'activité après l'école. 32 ateliers comme la poterie, la robotique, l'informatique ou le dessin sont proposés tous les jours. Un établissement gratuit qui reçoit l'aide de l'État et le soutien de plusieurs ONG, comme l'Œuvre d'Orient qui a financé la construction d'une cantine solidaire. Stéphane est professeur de menuiserie depuis 30 ans. Pour lui, il est très important d'aider les jeunes à se développer professionnellement. Ուրեմն եւ անվճար ուսուցման պարագայում իրանք հնարավորություն ունեն անգամ տնտեսական ծեր վիճակում գտնվելով մասնակցել այս դասընթացներին, ունենալով մասնագիտական կրթություն, մասնագիտական դիպլոմ եւ ատեստատ, հետագայում նաեւ Ce lieu accueille une centaine d'enfants déplacés en raison de la guerre de 2020 dans le Haut-Karabakh. 90 000 familles ont fui cette zone. Կրկնեց մեր 88 թվականի պատմությունը։ Դարձյալ ծնողազուրկներ, հաշմանդամներ, վիրավորներ, քանի որ փախստականները շատ հուսահատ էին, վախեցած, փոքրիկ երեխաները առանց ինչ-որ առանց նույնիսկ հագուստի փախել էին հազիվ եւ ինչ-որ ժամանակով ժամանակավոր ավելի շուտ բնակություն էին հաստատել Գյումրիում, հույս ունենալով, որ հետ են վերադառնալու իրենց երկիր։ C'est le cas de Narek. Avec sa famille, il est arrivé en 2020 à Gyumri. Une période difficile qu'il n'est pas prêt d'oublier. Առավոտյան արթնացանք, պատերազմը էր, մաման արթնացրեց, 4 օրը հականք, իջանք նկուղ։ Բան, հետո papan, չէ, հայրիկը զանգեց, ասեց իջեք նկուղ, տեղերից շարժվեք, մինչև ինքը զանգի։ Մնացինք մի քիչ,
հայրիկը զանգեց, ասեց բանը, հոպարաս եւ պապիկս կգան մեր հետևից։ Ժամը 4-ին եկան մեր հետևից եւ ամսի 27-ին մենք եկանք Գյումրի։ Depuis septembre, Narek suit des cours au collège technique pour apprendre à fabriquer des panneaux photovoltaïques. Բասխանցն շատ դժվար է։ Դրա համար ընդունել եմ ուսումնարանում լավ կրթություն ստանալու համար եւ ընտանիքիս դեր կանելու համար։ Plusieurs anciens élèves de ce centre ont trouvé la mort dans le Haut-Karabakh en faisant leur service militaire. L'histoire de ce centre marqué par le tremblement de terre et la guerre est désormais signe de l'espérance et de l'avenir des jeunes et de ce pays. Églantine, il est poignant cet enfant, c'est quand même des familles et un peuple meurtri, souvent. Oui. Oui, je suis assez touchée par le reportage d'Antanik avec qui on a un lien particulier. C'est un centre qu'on a découvert un peu l'an dernier, qui n'est pas très loin de chez les sœurs avec qui on travaillait déjà. Et on l'a découvert et on a vu ce couple, Knarik et Arthur Minassian, qui sont deux qui ont créé ce centre depuis le tremblement de terre et qui, lors de la guerre, accueillaient déjà les enfants déplacés en leur permettant, c'était en plein Covid, donc le lycée était vide, mais en leur donnant accès à tous les métiers manuels comme ils pouvaient. Et très vite, ils ont voulu leur donner une aide plus concrète, une aide matérielle, et c'est comme ça qu'on a mis en partenariat avec eux en place une cuisine. Et cette cuisine, je vous avoue que pour moi, c'était très émouvant de la voir. On était à l'inauguration en septembre, parce qu'elle a 3 fonctions. Elle nourrit les élèves du lycée, elle enseigne aux apprentis cuisiniers la cuisine, puisque ça fait partie de leur... Et surtout, dans ces cuisines, ils préparent les repas pour 150 familles déplacées, que des élèves vont eux-mêmes porter aux familles déplacées. Donc c'est quelque chose c'est un projet un peu global où tous les élèves sont associés et qui permet et d'apprendre et de donner moi je trouve ça assez formidable. Et surtout Arthur et Knarik sont vraiment un couple qui donne envie de croire que les choses peuvent aller mieux parce qu'eux le croient tellement que on a envie. On a envie. Monseigneur, cette cantine? Oui, bien sûr. Vous savez, ce type de réalisation, d'abord, comme l'a dit Églantine, c'est très riche socialement, déjà pour l'action qui est menée, mais c'est aussi des éléments d'espoir, d'espérance, de quelque chose peut se construire. Vous avez vu qu'il a été dit dans les reportages qu'il y avait un problème de désespoir, de gens qui ont tout perdu, qui ont vu leur vie s'arrêter d'une certaine manière. Et donc il y a un profond désespoir possible. Et par ces actions, non seulement on mène une action extrêmement positive, mais on rend de l'espérance que quelque chose peut se construire. Ils auraient envie de partir ? Bien sûr, vous savez, si vous êtes dans un pays où vous n'avez plus de maison, plus de travail, plus rien, etc., vous dites, après tout, quitte à refaire sa vie, on pourrait peut-être la faire dans des pays où on imagine que la vie est plus facile, plus aisée. C'est parfois vrai, parfois pas si vrai que ça, mais c'est comme ça qu'ils le voient. Mais précisément, si on veut les aider à rester sur leur terre, parce que s'ils partent, ce n'est jamais de gaieté de cœur, que ce soit de la Syrie ou de l'Arménie, jamais on ne part comme ça. On est accablé de quitter son pays, car ils aiment leur pays. Donc, si on peut les aider précisément à rester sur la terre en menant des actions concrètes, qui sont très importantes, mais en leur redonnant de l'espoir. Moi, je crois à l'espoir de l'Arménie, et je crois à l'espoir du Haut-Karabakh arménien. Je pense qu'il y a un avenir sur ça. J'essaierai pas d'agir pour qu'ils restent. Personne n'a vocation au martyr. Si on pense qu'ils peuvent rester s'ils le désirent, c'est parce que, de fait, ils le peuvent. Et donc, les conditions doivent être remplies pour accentuer cela. Ça veut dire que des centres comme, peut-être, vous, Églantine, des centres comme Antanik et comme d'autres, j'imagine, leur donner des perspectives, leur permettre d'apprendre un métier. On a vu dans le reportage, c'est beaucoup d'artisanat. L'artisanat, c'est aussi lié à la culture, à la terre, à ce qu'il y a derrière nous, ce qui nous porte d'avant. L'identité arménienne, c'est bien. Elle est forte. Moi, je trouve que c'est évidemment bien de leur donner accès à ces métiers. Mais alors, on a vu la poterie, il y a la menuiserie, la joaillerie, mais il y a aussi la danse, il y a le chant. Enfin, il y a toute cette tradition folklorique arménienne auxquelles les Arméniens sont très attachés. Et je trouve, moi je me suis dit en voyant ce centre, mais on devrait faire ça en France, c'est-à-dire donner la possibilité à des collégiens tous les après-midi d'essayer 30 métiers. C'est quand même magnifique, quoi. C'est une opportunité. Et de fait, ils trouvent du travail dans ces branches-là. L'Arménie, il y a quand même un chômage qui est énorme. Et donc, leur donner la possibilité de pouvoir travailler dans ces branches où il y a, comme les panneaux solaires.
fait, ils ont construit les panneaux solaires dans leur école et maintenant, ils les construisent dans d'autres endroits. Enfin, je trouve leur manière de fonctionner assez incroyable. Et est-ce qu'on peut imaginer aussi que des initiatives comme celle-là, ça peut permettre d'éduquer ces enfants qui sont quand même très meurtris, je pense un peu plus aux enfants, aux adolescents, à la paix, à l'apaisement? Oui, enfin, je réponds. Mais c'est vrai que pendant nos camps, justement, on avait beaucoup d'activités. Du coup, on leur donnait des cours de français, d'anglais, des cours d'informatique, de couture, d'art plastique. Ils avaient du chant aussi. Et on leur apprend vraiment à jouer de façon ludique et tous ensemble l'après-midi. Parce qu'en fait, quand ils sont dans leur village avec leur famille, ils n'ont pas forcément le droit de sortir vis-à-vis de tous les événements qui se passent ou le fait qu'ils soient en frontière avec l'Azerbaïdjan. Donc, ils ne connaissent pas vraiment l'effet d'enfance, l'espèce de naïveté en fait, qu'anime un enfant normalement, sans connaître ses drames. Donc ça les construit entre guillemets parce que ils apprennent que la vie en fait c'est beaucoup plus que tous ces problèmes et que mine de rien ils peuvent quand même s'en sortir et ils arrivent à être heureux malgré tout. Elle est pleine d'espérance sur cette paix de ces enfants. C'est vrai que elle donne de l'espérance à nos amis arméniens, elle est témoin de leur espérance, mais elle nous donne aussi de l'espérance en France. Oui, unissons, associons-nous, c'est mutuel. Alors, l'Église arménienne catholique a un nouveau patriarche depuis septembre dernier, Raphaël Bétros 21 Miniatian. Les défis sont nombreux pour ce patriarche de Cilicie. Après son installation en la cathédrale Saint-Élie à Beyrouth, il a entamé des voyages auprès de la diaspora arménienne qui, on le sait, est assez nombreuse. Et nous l'avons rencontré à Paris il y a quelques jours. Et il va revenir sur l'identité du peuple arménien. Pour l'Arménie, c'est un moment de souffrance. Et je peux vous dire que le caractère de l'Arménien ou de l'Arménie, c'est de continuer à porter la croix de Christ dans la souffrance et dans le témoignage. Bien, pour être juste dans ce domaine de la paix, nous devons commencer par la paix personnelle, avoir la paix en soi. Pour avoir la paix, il faut une certaine réconciliation. Il nous faut la réconciliation avec soi, avec Dieu, avec le voisin. Et lorsqu'il y a cette réconciliation, je pense que la paix naît de soi, entre les individus, entre les familles, entre les communautés et même entre les peuples. Des tempêtes, nous en avons beaucoup pendant des siècles. Mais le résultat, c'est que l'Arménien a toujours existé, existe et existera, par la grâce de Dieu. Car si je peux dire que les Arméniens sont été élus ou bien choisis pour témoigner la venue de notre Seigneur sur la terre, et notre témoignage, c'est par fonder notre sang, par amour de Christ, pour l'amour de l'Église, de son Église. Quand on entend le patriarche parler de réconciliation, c'est pas rien. Et d'ailleurs, il y a Marie qui nous dit, est-ce qu'il y a une entraide entre l'Église arménienne catholique et l'Église apostolique en Arménie aujourd'hui? Alors, je vais vous répondre si je peux dire quelques mots sur ce Bien patriarche. J'étais à son installation, il est en résidence au Liban, donc je suis allé au Liban faire un aller-retour pour son installation. C'était, avant d'être patriarche, on dit catholicos, il était évêque à Yerevan déjà, à Goumri. Donc c'était l'évêque d'Arménie qui a été fait patriarche. Et on considère peut-être comme évident que le patriarche arménien parle aussi bien français. Hein, c'est quand même quelque chose qui mérite tout de même d'être relevé. D'ailleurs, tous les patriarches orientaux parlent français, mais en particulier lui, et toutes les écoles arméniennes catholiques sont francophones au Moyen-Orient. Ça nous montre, ça nous illustre le lien à la France. Chose. Et de fait, il fait des voyages pour rencontrer la diaspora, mais son premier voyage à l'étranger, c'était pour la France. Il nous montre que l'Église arménienne, elle a une âme. Le peuple arménien a une âme. Et d'ailleurs, les Français qui les rencontrent sont frappés de cela. Il y a une culture, il y a une histoire. Cette histoire a renforcé l'âme arménienne. Ça a été quand même le premier royaume à devenir chrétien, hein, avant la France. Avant la France. Disais, la fille aînée de l'Église, c'est l'Arménie. Et il y a d'ailleurs André qui nous dit, qu'est-ce qui vous marque le plus dans l'âme arménienne?
Eh bien, précisément, il y a cette culture profonde, c'est un alphabet, c'est l'architecture des églises, c'est les icônes. Quand on voit une icône, on voit tout de suite qu'elle est arménienne. Quand on en a vu 2 ou 3, on a compris. C'est la conscience de leur histoire, qui a donc été tragique. Je répète que c'est un peuple qui a été génocidé à plusieurs reprises. C'est pas simplement en 1915, mais aussi, voilà. Donc tout ça, ça forme une culture, et c'est très intéressant. Il y a une grosse diaspora arménienne en France, et ces Arméniens de France sont parfaitement intégrés, ce sont des citoyens français, certains sont d'ailleurs des élus, parlementaires ou maires, mais ils ont gardé cette culture et cette personnalité arménienne. Et c'est parce qu'ils ont un attachement à leur propre culture qu'ils peuvent, à mon avis, s'intégrer si facilement dans d'autres cultures comme celle de la France qu'ils aiment beaucoup. Et donc si on revient à la question de Marie, est-ce qu'il y a une entraide entre cette église arménienne catholique et l'église apostolique d'Arménie? Non. Il n'y en a pas. Vous voulez une réponse? Ah bah oui, je suis ravie. Non, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de l'entraide. Honnêtement, je pense qu'il y a des marges de progression, de rencontres mutuelles, d'acceptation mutuelle, etc. Alors que maintenant que j'ai dit ça, je ne voudrais pas provoquer un incident diplomatique, mais je pense quand même que l'œcuménisme doit progresser en Arménie, et je ne suis pas sûr que ce soit de la part des catholiques que viennent les difficultés. Et pourtant, la rencontre du pape François en 2016 était plutôt fraternelle. Oui, bien sûr, et certainement positive, hein, et que ce type de rencontres sont des étapes vers plus de communion, vers plus d'unité. Malheureusement, il ne suffit pas que le pape vienne rencontrer un patriarche pour que se dire que ça y est, la communion est faite. Et si on arrivait à cette communion, quel serait l'enjeu? Pourquoi, entre guillemets, la vouloir? D'abord parce que l'unité est inhérente à la vie chrétienne, donc non pas l'unité de toutes les églises, hein. Il y a une église latine, une église arménienne, une église maronite, et c'est très bien. Quand il y a dans une même église une branche catholique, une branche non catholique, on peut espérer l'unité. Mais vous voyez, c'est même pas l'unité nécessairement que nous visons, parce que si, nous l'espérons, mais c'est dans le court terme, c'est pas cela. Ce que nous espérons, c'est la reconnaissance mutuelle, c'est des relations fraternelles. C'est de ne pas rebaptiser des catholiques qui deviendraient apostoliques, comme on nomme les orthodoxes là-bas, c'est en fait des apostoliques. Voilà. Oui, c'est plutôt des relations fraternelles, de respect, en vue d'actions communes, qu'il faut favoriser. L'unité, elle viendra quand le Seigneur nous la donnera. Et si on revient sur cette âme arménienne, Églantine, ils sont fort attachés à leur terre. Elle passe par là, l'âme arménienne? Oui, mais les pauvres, quand les terres sont détruites ou prises, ou c'est compliqué. Juste pour revenir sur ce que disait Monseigneur Gollnisch, il y a quand même un autre niveau plus basique, je dirais, où les relations entre les apostoliques et les catholiques sont là. Il n'y a pas les gens ne font pas de différence entre eux, que ce soit au centre antanique, chez les sœurs. Il y a des enfants orthodoxes, d'autres catholiques, et ça se sent pas. Et parfois, même certains ne savent pas trop si ils sont orthodoxes ou catholiques. Surtout chez les enfants, c'est un peu flou. Donc, au niveau, disons, plus terre à terre, il n'y a pas de grandes questions, j'allais dire, spirituelles là-dessus. Elles viennent peut-être ensuite, mais moi, voilà. Églantine a tout à fait raison. Ce dont je parlais, c'était plutôt des appareils ecclésiastiques, si vous voulez. Hein. Mais dans la rue, dans les relations familiales, amicales, ça se passe très bien. Alors, il y a Stéphane qui nous pose une question. Que pensez-vous du rôle de la Turquie dans ce conflit et qui pourrait, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle aux tentations hégémoniques de l'actuelle Turquie d'Erdogan? Alors bien sûr, il y a des tentations hégémoniques. On les voit au Karabakh, on les voit au nord de la Chypre. Hein, le président de l'entité de Chypre Nord, occupée donc, a fait un discours devant le Parlement d'Istanbul où il parle d'une nation avec 3 États, l'Azerbaïdjan, la Turquie et Chypre Nord, et c'est très très clair, c'est un panturquisme, c'est un retour au déploiement qui était celui de l'Empire ottoman autrefois. Donc cette Turquie, on la retrouve également en Syrie, on la retrouve en Irak, où il y a régulièrement des villages qui sont bombardés dans lesquels vivent des chrétiens, donc des églises qui sont endommagées, on les retrouve en Méditerranée orientale, on les retrouve en Libye. Donc oui, c'est très dangereux. Qu'est-ce qui peut se passer? 2 choses. D'abord, un rapport de force. Excusez-moi, pour un prêtre, c'est pas très beau de dire ça, mais c'est les réalités politiques. Donc ce qui a stoppé malgré tout la guerre contre le Haut-Karabakh, c'est quand même parce que la Russie a dit halte là et a envoyé des soldats. Donc il faut parfois montrer
une force, non pas pour agresser, mais pour empêcher justement les forces agressives. Il y a une deuxième chose auquel je crois beaucoup, parce que la Turquie est un grand pays, c'est que dans la société turque, tout le monde n'adhère pas à ces violences. Et ce sont parfois pour des calculs de politique intérieure que tout le monde connaît, que je n'ai pas besoin de rappeler ici, que cet expansionnisme se développe. Est-ce que c'est un conflit religieux alors ? C'est un conflit, vous savez, c'est nous qui sommes capables de distinguer avec beaucoup d'aisance des conflits religieux et des conflits seulement politiques. Comme vous le savez, dans cette région, les conflits sont politiques essentiellement, mais d'une politique qui instrumentalise les religions. Alors Colette nous demande pourquoi ce conflit a-t-il suscité si peu d'intérêt et de soutien de la part de la communauté internationale ? Parce que l'œuvre d'Orient n'a peut-être pas suffisamment fait son travail, pourtant on s'est donné beaucoup de mal quand même à le faire connaître, parce que c'est loin, parce qu'on n'en voit pas l'intérêt immédiat. Vous savez, quels sont les Français qui ont entendu parler du Haut-Karabakh, ou voire entendu parler de l'Azerbaïdjan, que ça nous paraît loin, alors que c'est très proche de nous. C'est quand même une pointe avancée de notre cohérence euro-méditerranéenne quand même qui est en jeu. Donc parce que derrière le Haut-Karabakh, c'est toute l'Arménie qui est menacée. Ne nous y trompons pas. Après ça, ce sera la Géorgie. Donc je pense que nous n'avons pas mesuré la réalité de ce conflit. On a vu au départ une province qui veut devenir indépendante. Bon, ça existe dans beaucoup d'endroits du monde. Quand je suis allé là-bas, je suis revenu en disant que c'est une guerre d'épuration. Voilà. Et donc, c'est tout à fait un autre conflit dont je redis qu'il s'inscrit dans l'histoire des génocides. Donc, les chrétiens sont persécutés. Comment ils le vivent sur place, les Arméniens, et cette situation et le manque de soutien ? Ils le ressentent ? Alors, lorsque j'y étais pendant la guerre, il y avait une très forte reconnaissance envers la France, et ils étaient capables de me dire merci à monsieur, votre président, à monsieur Emmanuel Macron, parce que pour eux, c'était le seul qui avait eu une parole envers l'Arménie. Cette reconnaissance, elle est toujours là. Il y a deux choses. Il y a cette peur viscérale que ça recommence, comme disait sa béatitude Minassian, et qu'un autre génocide ait lieu. Mais ça, je pense que c'est quelque chose, ça fait partie de l'âme arménienne, mais d'une âme déchirée, blessée, qui a tellement peur de ne pas continuer à pouvoir vivre, à survivre. Et en même temps, en fait, je reviens sur une question que vous m'avez posée tout à l'heure sur la paix, sur leur aspiration à la paix. Ce qui me frappe, c'est que ce ne sont pas des gens belliqueux. Chez les jeunes qui ont fait la guerre, qui ont combattu, il n'y a pas de désir de revanche, il y a un désir de reprendre leurs terres, mais il n'y a pas de désir d'aller tuer les Turcs, parce qu'ils appellent d'une manière un peu globale les Azerbaïdjanais des Turcs. Et même chez les mamans que j'ai rencontrées l'an dernier, donc pendant la guerre, qui attendaient des nouvelles de leur mari, elles me disaient « mais je prie pour les mères azerbaïdjanaises de l'autre côté, qui souffrent comme moi ». Et ça, je pense que c'est cette partie de l'âme arménienne à la fois blessée et non haineuse. Enfin, c'est quand même difficile à tenir d'être aussi blessé et de ne pas avoir ce sentiment de haine qui nous submerge. Pour moi, c'est assez épatant. Vous l'avez vu avec Aliénor, vous nous avez dit que vous étiez avec des volontaires arméniens qui étaient militaires. Totalement. Vous avez le même sentiment qu'Églantine ? Totalement. Ils détestent la guerre et ils n'ont qu'une envie, c'est de finir leur service. Ils nous ont parlé, on était du coup avec une des volontaires françaises aussi, et on a fini par aborder avec un volontaire la question du service militaire en lui-même. Et donc il nous parlait de ces quotas de décès qu'il avait lui-même orchestré, et de la, entre guillemets, cette espèce d'haine charitable. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le fait qu'ils détestent la guerre, mais en même temps ils n'ont pas le choix, il faut se battre, parce que s'ils ne se battent pas, c'est eux qui finissent morts. Donc c'était horrible de voir ça, parce qu'ils étaient dans l'assurance lorsqu'ils nous en parlaient, et de le comprendre de cette façon, c'est assez... c'est pas maîtrisable comme ressenti. Même de leur côté, oui, ils n'ont qu'une envie, c'est de s'en sortir. Et après le service militaire, qu'est-ce qu'ils font ? C'est pour ça que ces formations, elles sont bénéfiques. Et après la guerre, oui, il y en a certains qui deviennent du coup blessés et qui ne peuvent pas avancer, alors qu'il y en a d'autres qui arrivent à s'en sortir grâce à la communauté de sœurs, notamment. Et alors, il y a Olivier qui nous dit l'Arménie est considérée comme un pays européen dans plusieurs instances, comme l'UEFA.
Qu'attendez-vous de l'Union européenne ? Est-ce qu'il faut accueillir des réfugiés ? Est-ce qu'il faut envoyer de l'aide ? Est-ce que c'est D'abord, pour reprendre la question sur le plan diplomatique, il y a eu des paroles en effet très fortes du président de la République française, et il y a ce qu'on appelle le groupe de Minsk, qui est coprésidé par les États-Unis, par la Russie et par la France pour essayer de trouver une médiation. C'est difficile, et il ne faudrait pas que cette médiation, coprésidée par la France, entraîne une certaine, pour rester dans une neutralité nécessaire pour faire une médiation, entraîne une sorte de distanciation vis-à-vis des réalités du Haut-Karabakh. C'est pour ça que je souhaite vivement que les autorités du Haut-Karabakh soient davantage reçues par les autorités françaises et par ce groupe de Minsk et les 3 coprésidents du groupe de Minsk. Je pense que ça va se faire, mais je pense que ça pourrait être de fait davantage. Voilà. Alors, je pense que l'Union européenne, il paraît que l'Union européenne a une politique étrangère, sûrement, puisqu'on en parle, il y a des fonctionnaires pour cela, mais je ne la vois pas toujours sur les terrains d'action, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit dans le Caucase. Donc je pense qu'il faut remettre à plat ce que c'est que la politique étrangère de l'Europe, qu'elle soit plus lisible et plus visible. Je ne dis pas qu'il ne se fait rien, je dis que c'est, on ne la voit pas, voilà. On ne la voit pas. Il faut absolument reprendre cela, puisque la France va donc présider l'Union européenne. Je pense que ce serait un champ d'action important de revoir ce qu'est cette politique étrangère de la France. Mais l'Europe en elle-même, de fait, l'Arménie est membre du ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe, du Grand Conseil de l'Europe qui est à Strasbourg, tout comme l'Azerbaïdjan d'ailleurs. Hein. Donc là aussi, il faut que cette instance se réveille, il faut qu'elle agisse. Et puis il y a d'autres instances aussi, il doit pouvoir agir pour libérer les prisonniers. Car notamment, il y a des prisonniers arméniens en Azerbaïdjan qui vivent dans des conditions qui ne doivent pas être très faciles. Il faut qu'au plus vite, ils soient libérés. Leur maintien en détention ne rime à rien. Alors, vous parliez de choses qui ne se voient pas, il y a des choses qui se voient un peu plus en ce moment. Il y a des candidats à la présidentielle en France qui ont choisi de se rendre en Arménie bientôt, très bientôt. Vous voyez ça de quel œil ? Écoutez, on ne peut pas dire dès qu'un candidat aux élections fait quelque chose, on dit oui, mais oui, ce qu'il fait c'est bien, mais c'est uniquement parce qu'il veut faire campagne, etc., etc. Moi, je ne suis pas de ce genre de pression vis-à-vis des responsables politiques, et je me réjouis que des candidats aillent en Arménie. Deuxièmement, à condition que ce soit pour des conséquences concrètes. Donc, nous sommes en contact avec ces candidats, avec tous les candidats qui veulent venir en Arménie, et nous leur demanderons d'agir concrètement par rapport à la situation du Karabakh. Comment voit-il l'avenir du Karabakh ? Je me permets de signaler quand même que tant l'Assemblée nationale, à la quasi-unanimité, qu'au Sénat, à l'unanimité moins une voix, il y a eu des votes pour demander qu'on aide l'indépendance du Karabakh. Quand même les votes de notre Parlement, et je dis à une quasi-unanimité. Qu'on appelle dans tous les bancs de cette Assemblée. Hein, voilà. Donc c'est tout de même une décision importante, de même d'ailleurs que notre Parlement avait demandé la reconnaissance du génocide. Donc il y a là quelque chose de très fort, et je souhaite que cette cause arménienne n'appartient à personne, elle doit être le lot de tous les candidats et du futur président, et ça doit être un engagement de la France aux côtés du Karabakh. Alors on se rapproche de la fin de l'émission. Églantine, il y a une question de Rose qui vous êtes peut-être un peu plus dessinée. Combien faut-il donner pour aider les Arméniens ? Tout. Et puis elle dit « je prierai ». Soyons exhaustifs. Combien il faut donner ? Quand on voit par exemple avec les chiffres de cette famille, le loyer est de 100 €. Pour donner un contexte plus global, 100 €, c'est ce que touche comme pension le monsieur aveugle depuis la guerre. Donc c'est à peu près un loyer de 100 €, c'est énorme. Donc c'est difficile de donner un chiffre, ça dépend pourquoi. Je pense qu'on donne dans la mesure de ses possibilités, quoi. Alors, on va arriver au terme de l'émission. Je dis, malgré la misère de ces familles, vous nous avez aussi parlé beaucoup d'espérance, de sourire même parfois. Finalement, pour chacun d'entre vous, quelle est votre espérance pour ce pays, Aliénor ? Qu'ils vivent librement, qu'ils soient enfin en paix, et si plus de volontaires pouvaient partir, qu'ils le fassent, qu'ils n'attendent pas, parce que c'est une expérience incroyable et on apprend énormément de choses sur le terrain. Ça nous apporte beaucoup. Églantine ?
qu'ils ne vivent plus dans la peur. J'ai trouvé ça très frappant en novembre avec l'armée russe qui faisait des exercices. Il y a une peur quand même qui est là. À plus long terme, c'est difficile à dire, mais au moins ça pour le moment. Monseigneur ? Eh bien, que ce peuple arménien qui est présent en Arménie, bien sûr, au Karabakh, en Russie, au Moyen-Orient, en Europe, il y a une extraordinaire diaspora arménienne en France. Il y a un évêque arménien catholique de France et des évêques apostoliques. Eh bien, que ce peuple arménien nous apporte cette capacité qu'il a à être fier de sa culture dans la dispersion à travers le monde entier. Et pour finir, concrètement, comment on vous aide ? Comment on aide l'œuvre d'Orient ? Eh bien, nous avons un site internet, on peut s'y relier. Et il y a des dons à l'œuvre d'Orient. Nous sommes au 20 rue du Regard, dans le 6e arrondissement de Paris. Et tout cela est inscrit sur notre site internet. Le site internet qui s'affiche sur votre écran, comme ça vous pouvez y aller sans vous tromper. Alors, merci à vous d'avoir participé à cette émission. C'était une émission riche, c'était une émission, je le répète, en partenariat avec l'œuvre d'Orient, qui œuvre pour tous les chrétiens d'Orient. N'hésitez pas, donc, comme on vient de dire, à aller voir sur leur site internet pour soutenir les Arméniens, mais aussi les autres églises d'Orient. Et vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur ktotv.com. Bonne soirée.